Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la problématique de ce qu'on appelle la rupture anticipée d'un CDD. Ce qui me conduit à faire cette vidéo, c'est que la Cour de cassation a rendu hier un arrêt publié sur son site internet, un arrêt qui est très intéressant, parce que quand on le lit à première vue, on se dit bon, bah, finalement, la Cour de cassation ne fait que rappeler une solution constante qu'elle a reconnue depuis plusieurs dizaines d'années, et elle ne fait que l'illustrer à nouveau à travers un de ses arrêts. Et en même temps, quand on lit cet arrêt, on se dit petit à petit, au-delà de cette évidence de la Cour de cassation qui ne fait que rappeler sa jurisprudence, on se dit il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas dans cet arrêt. Dans l'arrêt de la Cour d'appel, qui est antérieur à celui de la Cour de cassation, eh bien la Cour d'appel elle a retenu une solution qui, elle, paraissait assez intelligente. Donc comment la Cour de cassation euh, casse cet arrêt de la Cour d'appel pour retenir une solution qui a priori semble voilà, n'être qu'une illustration particulière de sa jurisprudence absolument constante, mais cette illustration, au cas présent, eh bien, elle est problématique et elle cache peut-être même une énorme erreur juridique. Alors, reprenons tout ça posément. Et pour que vous compreniez tout ça, donc ça sera une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue, donc je ferai un chapitrage sous cette vidéo qui vous permettra de vous repérer aux différentes parties de la vidéo. Mes étudiants m'ont également dit qu'ils regardaient mes vidéos en vitesse accélérée, d'accord. Au lieu de regarder à la vitesse normale, ils mettent en vitesse 1,5 voire 2, ce qui permet de réduire d'autant le temps de la vidéo. Et mon propos, a priori, reste clair quand même, malgré le caractère accéléré. Donc je vous donne ce petit conseil également. Revenons-en donc au texte de loi, parce que c'est ça qui est important de comprendre, c'est quels sont les textes qui sont applicables pour voir comment la Cour de cassation les a appliqués après. Donc en fait, dans le Code du travail, il n'y a rien sur la résiliation judiciaire du contrat de travail. Dans le Code du travail, on parle de licenciement, on parle de démission, on parle de départ à la retraite, de mise à la retraite, mais on ne parle pas de résiliation judiciaire du contrat de travail. Et en même temps, on sait très bien, et c'est un des articles que j'ai répété tellement de fois sur cette chaîne que vous le connaissez quasiment par cœur, on sait que le contrat de travail, il est soumis aux règles du droit commun, c'est ce que nous dit l'article 12.21.1. Or, le droit commun, c'est quoi? C'est le Code civil. Mais le Code civil, il y a deux grands moments dans le Code civil. Il y a avant 2016, depuis 1804 jusqu'à 2016, on avait un droit des obligations qui n'avait que très peu évolué. Et après 2016, il y a eu cette réforme du droit des obligations qui a changé beaucoup de choses. Et donc, avant 2016, la résolution dans le Code civil, c'était un article, l'article 1184. Et dans cet article 1184, ce qui est important de retenir, c'est que la résolution, elle doit être demandée en justice. Autrement dit, c'est une résolution qui est judiciaire. C'est le juge qui va constater et qui va prononcer la résolution, la résiliation d'un contrat. Les parties elles-mêmes ne peuvent pas le faire. Et à partir de cet article 1184, la Cour de cassation avait forgé donc trois jurisprudences. Si vous voulez, je vous ferai un cours entier sur la résiliation judiciaire du contrat de travail. Si ça vous intéresse, je peux vous synthétiser toutes les différentes règles. Mais il y a trois règles qui nous intéressent aujourd'hui. La première règle, c'était que quand le salarié sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur et que le juge prononce cette résiliation judiciaire, eh bien cette résiliation judiciaire, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc c'est ça l'intérêt en fait fondamental de la résiliation judiciaire, c'est que vous allez devant un juge, vous dites Monsieur le juge, mon employeur, il a commis des choses graves à mon encontre, et ces choses graves, elles justifient que vous rompiez le contrat de travail et que vous le fassiez et qu'il produise en fait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc les indemnités qui vont avec, etc., etc. Si jamais en plus, dans les manquements de l'employeur, il y a une cause de nullité d'un licenciement, eh bien à ce moment-là, la résiliation judiciaire, elle peut même produire les effets d'un licenciement nul.
Je peux revenir là-dessus si ça vous intéresse. Et que nous dit la Cour de cassation ensuite, c'est comment est-ce qu'on apprécie justement les torts de l'employeur. Eh bien, en fait, la Cour de cassation nous dit le critère jurisprudentiel, c'est qu'il faut que ces torts soient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Donc, si on arrive à identifier que dans le comportement de l'employeur, il y a quelque chose de suffisamment grave pour que le contrat de travail s'arrête, eh bien, dans ces cas-là, le juge dira « je prononce cette résiliation judiciaire du contrat de travail » et surtout, et on en vient au cœur de la problématique d'aujourd'hui, vous voyez que l'article 1184, il nous dit rien d'autre que la résiliation doit être judiciaire. Mais elle ne nous dit pas quels sont les pouvoirs du juge. Et la Cour de cassation, dans le silence des textes du code, du code civil, nous a dit, eh bien, en fait, la résiliation, elle ne peut être prononcée par le juge qu'au jour où il rend sa décision. Ce qui fait que, et c'était ça un peu l'inconvénient de la résiliation judiciaire, c'est que quand vous assignez votre employeur devant un juge, devant le conseil de prud'homme, il se peut parfois qu'il y ait 1 ou 2 années, voire plus encore, pour que le conseil de prud'homme rende sa décision. Si vous faites appel de ça, eh bien la cour d'appel, elle va mettre aussi 1, 2, peut-être plus d'années à rendre sa décision. Ce qui fait qu'entre le moment où vous assignez votre employeur en justice pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et le jour où la cour d'appel statue sur cette résiliation judiciaire, il peut s'écouler plusieurs années. Mais voilà, le contrat de travail sera rompu au jour où le conseil de prud'homme ou bien la cour d'appel statue et pas avant. Et vous voyez que cet inconvénient, en fait, il était vrai pour le contrat de travail, mais il était vrai pour tous les contrats. Et donc la première chambre civile, dans un arrêt de 98, il me semble, on le retrouve très facilement dans les codes, donc la première chambre civile avait admis qu'on fasse ce qu'on appelle une résiliation extrajudiciaire aux risques et périls de celui qui l'invoque. C'est-à-dire que là, en fait, n'importe quel des co-contractants peut très bien dire à l'autre, eh bien, je considère que le contrat, il est résilié en raison des manquements que vous avez commis. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Généralement, il se retrouve devant un juge, et le juge va voir si celui qui a pris l'initiative de cette résiliation en dehors du procès, cette résiliation extrajudiciaire, eh bien, est-ce que les torts qui sont invoqués par ce co-contractant, est-ce qu'ils sont avérés ou pas ? Eh bien, s'ils sont avérés, à ce moment-là, la résiliation judiciaire produit ses effets exactement à ce moment-là. Si, en revanche, les arguments étaient complètement foireux, eh bien, à ce moment-là, l'autre pourra demander des dommages et intérêts. Et en droit du travail, en fait, on a transposé cette solution qu'avait reconnue la première chambre civile, on l'a transposée en droit du travail avec ce qu'on appelle la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié au tort de l'employeur. La prise d'acte, c'est quand le salarié il envoie une lettre à son employeur en disant « Je prends acte de la rupture du contrat de travail en raison de tout ce que je vous reproche, et donc je ne viendrai plus travailler demain, le contrat de travail, il est rompu aujourd'hui. » Donc vous voyez bien que la prise d'acte, elle n'est que la transposition en droit du travail d'une solution qu'avait retenue la première chambre civile de la Cour de cassation. Et donc vous voyez bien, toute cette articulation-là, elle vous permet de comprendre que voilà, la résiliation judiciaire, elle ne produit son effet qu'au jour où le juge statue, et pour pallier, entre guillemets, cet inconvénient, on a découvert en fait la prise d'acte qui permet de rompre immédiatement le contrat de travail. Et gardez ça en tête parce que pour la suite de cette vidéo, c'est important. Mais tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, c'était avant 2016. Il y a eu la réforme du droit des obligations, et la réforme du droit des obligations, elle a permis, ça c'est la partie du code civil qui en parle, elle a permis d'étoffer un peu les articles sur la résolution, et notamment de mieux définir son régime juridique. Alors, là, de manière très pédagogique, l'article 1224, auquel la Cour de cassation se réfère dans son arrêt, c'est pour ça que c'est important de le rappeler maintenant, l'article 1224 vous dit qu'est-ce qui conduit en fait à prononcer une résiliation ou une résolution judiciaire. Eh bien, il faut en fait une inexécution qui est suffisamment grave par un des co-contractants de ses obligations. D'accord ? Et qu'est-ce qui permet en fait d'enclencher ce mécanisme de la résolution ou de la résiliation judiciaire ? Eh bien, ça peut être 3 choses. Ça peut être une clause dans le contrat. Par avance, vous voyez, dans le contrat, on peut prévoir qu'il y a une clause résolutoire. Bon, ça, c'est pas possible dans un contrat de travail, donc je le mentionne juste comme ça. Ça peut aussi résulter d'une notification du créancier. Donc ça, c'est la fameuse résiliation extrajudiciaire que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord ? Ça ne fait que reprendre cette solution de la Cour de cassation où, en gros, le co-contractant, il va notifier à
son débiteur qu'il n'est pas satisfait de l'exécution du contrat et donc il considère que ce contrat, il est résilié, d'accord? Ça, c'est la notification. Ou enfin, d'une décision en justice. Donc vous voyez que cet article 1224, il nous fait rappeler en fait les 3 cas de figure dans lesquels il peut y avoir une résolution d'un contrat, soit par l'application d'une clause résolutoire, soit en raison d'une notification du créancier, la fameuse prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ou bien en raison d'une demande en justice et donc par conséquent d'une décision d'un juge. Et c'est ce que nous rappelle l'article 1227 du Code civil, c'est que on ne peut jamais empêcher quelqu'un de solliciter une résiliation judiciaire. Donc en fait, on nous dit que la résolution peut, en toute hypothèse, il n'y a aucun contrat qui pourrait empêcher ça. Hein, on ne peut pas, dans un contrat, empêcher quelqu'un de saisir un juge pour solliciter une résiliation judiciaire. Donc elle peut toujours être demandée en justice. Et la grande nouveauté de 2016, c'est que ça nous a permis de comprendre le régime juridique de la résiliation. Alors, première chose que nous rappelle 1229 du Code civil, c'est que la résolution, elle met fin au contrat, elle rompt le contrat. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lui demande, c'est vraiment quand on demande la résolution ou la résiliation d'un contrat, c'est pour que le juge dise, voilà, ce contrat, il est rompu, et il est rompu au tort de un tel ou au tort de l'autre. D'accord ? Et grande nouveauté de 2016, c'est à quel moment prend effet cette résolution. Alors, le Code civil, de ce point de vue-là, nous dit, si c'est prévu dans le contrat, on applique le contrat. Premier cas de figure. Si c'est une prise d'acte, d'accord, si c'est une notification qui est faite par un des créanciers, par un des co-contractants à l'autre co-contractant, eh bien, ça sera à la date de la réception par le débiteur de la notification qui a été faite par le créancier. Donc quand le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail au tort de l'employeur, la rupture, elle intervient quand l'employeur reçoit cette lettre, d'accord ? Si c'est un mail, au moment où il reçoit le courriel. Et 2 derniers cas de figure, soit c'est quand c'est là, on est dans le cadre d'une résolution judiciaire, c'est donc le juge qui va fixer lui-même la date à laquelle il considère que le contrat de travail est rompu. Et à défaut, d'accord, si le juge ne change pas cette date, eh bien à défaut, ce sera au jour de l'assignation en justice. C'est-à-dire que si le salarié va assigner en justice pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, eh bien ça sera à la date de son assignation en justice que le contrat de travail sera rompu, à moins que le juge ne fixe une autre date. Donc vous voyez bien que l'article 1229 du Code civil, a priori, il remet en cause cette jurisprudence de la Cour de cassation, très ancienne, qui nous disait que la résiliation du contrat de travail ne peut s'opérer qu'au jour où le juge statue. Pas au jour où le salarié assigne en justice, non, le jour où le juge statue. Et on en arrive maintenant à notre arrêt donc du 22 juin 2022, un arrêt qui concerne donc un salarié qui était embauché en contrat saisonnier. Ça, c'est important pour la suite, parce qu'un contrat saisonnier, ça dure le temps d'une saison, c'est-à-dire entre 3 et 5 mois, peut-être 3 à 6 mois, en 2018. Un mois après, dans l'entreprise, il y a une altercation entre l'employeur et le salarié, et l'employeur cogne le salarié, à tel point que le salarié se retrouve en arrêt maladie, avec en plus un certificat comme quoi il était passé aux urgences. A priori, il y a une altercation entre l'employeur et le salarié. Et 3 semaines après, le salarié donc va assigner son employeur en justice pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le salarié, il aurait pu également prendre acte de la rupture de son contrat de travail, et le contrat de travail aurait été rompu le 8 juin 2018. Mais au lieu de ça, il a saisi le juge pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, et on va voir que en fait, les solutions sont totalement différentes en fonction de l'un et de l'autre. Que nous dit la Cour d'appel ? La Cour d'appel, dans un arrêt donc, du 10 septembre 2020, elle va prononcer la rupture anticipée du CDD au tort exclusif de l'employeur à la date du 21 mai 2018. Alors, rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé ? Le 21 mai 2018, c'est la date de l'altercation entre le salarié et l'employeur. Donc la Cour d'appel, elle nous dit, ce CDD, il était conclu en avril 2018
pour durer toute une saison, c'est-à-dire jusqu'à au moins août-septembre 2018. Mais cette altercation, elle a eu lieu le 21 mai 2018, donc je considère qu'il y a une rupture anticipée du CDD à cette date-là. Et cette rupture anticipée, c'est quoi son intérêt? C'est que, et je vous renvoie là-dessus à la vidéo que j'avais faite sur la rupture du CDD, sur notamment la rupture anticipée, c'est que quand il y a une rupture anticipée, et qu'elle n'est pas due à une faute grave du salarié ou à un cas de force majeure, eh bien à ce moment-là, le salarié, il a le droit à des dommages et intérêts, et ces dommages et intérêts, ils équivalent, ils ont le même montant que le reste de tous les salaires que devait percevoir le salarié jusqu'à la fin de son CDD. Et dans d'autres arrêts de la Cour de cassation, on nous dit que ça n'empêche même pas aussi la réparation d'autres préjudices qu'aurait subi le salarié. Donc, vous voyez, et c'est clairement expliqué donc, dans l'article 1243.4, d'accord, s'il n'y a pas de faute grave, s'il n'y a pas de cas de force majeure, s'il n'y a pas d'inaptitude du salarié, eh bien les dommages et intérêts sont égaux aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. Et donc c'est ça que fait la Cour d'appel, d'accord, dans son arrêt. Elle nous dit, le contrat de travail, il a été rompu de manière anticipée le 21 mai 2018, donc le salarié, il a le droit à des dommages et intérêts qui couvrent l'ensemble des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat saisonnier. L'employeur se pourvoit en cassation, et qu'est-ce qu'il fait valoir dans son moyen? C'est ça la phrase importante du moyen, je l'ai mis en bleu. C'est qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, eh bien, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est le jour où le juge statue. Donc c'est pas, nous dit l'employeur, c'est pas le 21 mai 2018 que la résiliation judiciaire du contrat de travail a eu lieu, parce que ça, c'est pas le jour où le juge statue. Le juge, il statue le 10 septembre 2020. Donc, c'est à cette date, en 2020, que le contrat de travail est rompu, mais certainement pas en mai 2018. Alors là, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et vous pouvez essayer de chercher à identifier pour quelle raison l'employeur il aurait intérêt à dire que le contrat de travail n'est pas rompu en mai 2018, mais qu'il est rompu en 2020. Vous voyez, a priori, ça n'a aucun sens pour l'employeur de dire ce contrat, au lieu de durer un mois et d'être rompu de manière anticipée au bout d'un mois, en réalité, il dure depuis 2 ans. Donc je vous mettez la vidéo sur pause, essayez de réfléchir à pourquoi l'employeur prétend ça. Très honnêtement, moi je ne l'avais pas vu, je n'avais pas compris, et je me disais mais c'est complètement aberrant de solliciter une chose pareille, et je vais vous donner la réponse après. Eh bien la réponse en fait à ça, elle se trouve dans un autre, dans le deuxième moyen de l'employeur. Dans le deuxième moyen de l'employeur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que en fait, c'est cette partie-là. Le salarié, à partir de l'altercation, il était en arrêt maladie. Et quand on est en arrêt maladie, qu'est-ce qu'on perçoit de la Sécu? On perçoit les indemnités journalières. Mais quand on touche les indemnités journalières, on ne perçoit pas son salaire. Donc l'employeur, il disait, la date de la rupture du contrat de travail, elle est postérieure, elle est en 2020. Pourquoi? Parce que en fait, entre mai 2018 jusqu'à la fin de la saison, le salarié, il était en arrêt maladie, il toussait ses indemnités journalières, donc l'employeur n'avait pas à lui verser des dommages et intérêts qui correspondent au montant de son salaire. Donc vous voyez, retarder l'échéance, enfin retarder les effets de la résiliation du contrat de travail, ça permettait à l'employeur de dire ce contrat de travail, il était encore en cours jusqu'à la fin de la saison, et comme il était suspendu et que le salarié touchait des indemnités journalières, moi je n'avais rien à lui verser. C'est sioux quand même de penser à ça. Et que nous répond la Cour de cassation? Donc la Cour de cassation, elle nous rappelle donc les articles 1224 et 1227 du Code civil que je vous ai expliqué tout à l'heure, et elle nous rappelle sa solution constante qui nous dit que dans le cadre de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision du Conseil de prud'homme ou de la Cour d'appel qui prononce cette résiliation judiciaire. Il y a 2 exceptions à ça. Il ne faut pas que le contrat de travail ait été rompu avant que le juge statue, et il faut aussi que le salarié soit toujours au service de l'employeur.
Alors pourquoi ces deux conditions subsidiaires? C'est que généralement dans ce cas de figure, quand il commence à y avoir en fait une action en justice par un salarié, généralement l'employeur par précaution, il va licencier le salarié. Même si on est dans le cadre d'un CDD, il préfère le licencier. Et donc la Cour de cassation nous dit dans ces cas-là, eh bien en fait on peut pas le contrat de travail, il est rompu à la date du licenciement. Simplement, ce que le juge va faire, c'est qu'il va d'abord regarder si la résiliation judiciaire qui est invoquée par le salarié, elle est fondée. Est-ce qu'il y a effectivement des manquements de l'employeur à ses obligations? Et dans ces cas-là, le contrat de travail se trouve rompu à la date du licenciement, mais il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si, en revanche, la demande de résiliation judiciaire, elle est infondée, s'il n'y a pas de reproche qu'on peut faire au salarié, à ce moment-là, le juge va regarder si le licenciement prononcé par l'employeur est-ce qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse. Donc voilà en fait pourquoi on vous dit, on ajoute ce tempérament que le contrat n'ait pas été rompu avant cette date, d'accord? Et de la même manière, on vous dit qu'il faut toujours que le salarié soit au service de son employeur, parce que ça n'a absolument aucun intérêt de dire que le contrat de travail, il dure jusqu'en 2020 si, entre-temps, le salarié, il s'est mis à travailler dans une autre entreprise, parce que dans ces cas-là, c'est lui qui aurait, de fait, rompu le contrat de travail. Mais la Cour de cassation nous dit bien, elle nous rappelle cette solution constante dans sa jurisprudence depuis les années 90, que quand le juge prononce la résiliation du contrat de travail, si on n'est pas dans les deux cas, dans les deux exceptions que j'ai évoquées avant, eh bien le juge, la résiliation, elle ne peut avoir d'effet qu'au jour où le juge statue. Et vous comprenez pourquoi la Cour de cassation dit, à la Cour d'appel, je vais casser son arrêt, parce que la Cour d'appel, elle avait dit que, eh bien en fait, le contrat de travail se trouvait rompu le jour de l'altercation, et les torts de l'employeur, ils étaient parfaitement démontrés puisqu'il avait foutu une dérouillée entre guillemets à son salarié, et c'était donc un manquement grave de l'employeur qui porte atteinte à la santé de son salarié. C'est une faute grave de l'employeur qui rend impossible le maintien de la relation contractuelle, donc c'est bien une rupture anticipée du CDD, et donc j'octroie au salarié des dommages et intérêts, et la Cour de cassation lui dit non, vous ne pouviez pas statuer comme ça, la rupture du contrat de travail résultant de la résiliation judiciaire, elle date de 2020, elle date de l'arrêt de la Cour d'appel, et donc l'employeur ne pouvait pas être condamné à des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail. Donc voilà la solution de la Cour de cassation. Maintenant, on va arriver à cette analyse un peu critique de tout ça. Donc, vous l'avez compris, et je l'ai clairement indiqué à plusieurs reprises, cette solution, en fait, elle n'est que la confirmation donc d'une jurisprudence très ancienne de la Cour de cassation, une jurisprudence qui date d'avant la réforme de 2016. Et cette jurisprudence, il faut bien comprendre qu'elle a un intérêt, mais elle a un intérêt que dans le cadre du CDI. Parce que, effectivement, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, c'est très intéressant pour le salarié que la résiliation judiciaire produise ses effets le plus tard possible. Parce que si vous êtes embarqué dans une procédure qui va durer 3 ans devant le Conseil de prud'homme, puis 3 ans devant la Cour d'appel, et bien à la fin, en fait, vous aurez votre contrat de travail, il aura été prolongé pendant 6 ans. D'accord? Et il ne sera rompu que quand la Cour d'appel va statuer sur cette résiliation judiciaire. Et donc jusque-là, vous avez le droit au paiement de votre salaire éventuellement, ça augmente votre ancienneté, donc en termes de justement prime d'ancienneté, etc. Ça pourra être toujours en faveur du salarié. Mais vous voyez bien que cette analyse, cette solution que retient la Cour de cassation, elle est, j'ai écrit énigmatique, mais elle est, je dirais même absurde pour le CDD. Pourquoi? Parce que si vous reprenez les faits de l'espèce, là, vous avez donc un CDD saisonnier. Je vous dis, un CDD saisonnier, c'est entre 3 et 6 mois. D'avril 2018. Donc, grosso modo, ce CDD saisonnier, son échéance, c'était à l'automne 2018. Et là, la Cour d'appel, elle rend son arrêt en 2020. Donc, les questions qui se posent, et j'ai pas forcément de réponse à ça, c'est est-ce que l'échéance du terme du CDD, est-ce qu'elle est paralysée par la demande de résiliation judiciaire du salarié? Est-ce que l'échéance du terme du CDD, qui normalement devait intervenir à l'automne 2018, elle intervient en fait en 2020, le jour où la Cour d'appel statue? Ou au contraire, est-ce que cette demande de résiliation judiciaire, elle n'a aucun effet sur l'échéance du CDD qui prend fin normalement à l'automne 2018?
Et cette question-là, vous voyez qu'on n'y trouve pas de réponse dans l'attendu de principe de la Cour de cassation que je rappelle ici. On nous dit, ou la Cour de cassation nous dit, normalement, le principe, c'est que la résiliation judiciaire, c'est au jour où le juge statue, sauf si le contrat a été rompu avant cette date. Et l'échéance du terme, effectivement, c'est ce qui rompt un contrat, c'est ce qui met fin au CDD, sous réserve aussi que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A priori, j'aurais tendance à croire que la résiliation judiciaire, elle n'a pas d'effet sur l'échéance du terme. Et donc, si c'est le cas, eh bien, vous comprenez que, en fait, le salarié n'a strictement jamais aucun intérêt à solliciter la résiliation judiciaire de son CDD. Strictement jamais, puisqu'il ne pourra jamais faire constater que cette résiliation judiciaire, elle produit son effet avant, et donc que c'est une rupture anticipée du CDD. Et comme le juge, vu que les délais de la justice sont tels que ça prend toujours au minimum 1 année, voire 2 ou 3 avant d'obtenir un jugement, vous voyez que il n'y a aucun intérêt pratique à un salarié de demander la résiliation judiciaire. Alors que, et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur, elle est immédiate. Elle produit ses effets le jour où l'employeur reçoit cette lettre où le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail. Donc en fait, pour solliciter une rupture anticipée du CDD, la seule chose que le salarié peut faire, c'est prendre acte de la rupture de son contrat de travail immédiatement. Mais il n'a surtout pas intérêt à faire cette demande de résiliation judiciaire. Et vous voyez que c'est un peu bizarre quand même qu'on en arrive à 2 solutions qui sont diamétralement différentes, alors que dans un cas comme dans l'autre, ce que le juge va apprécier, c'est est-ce que les torts de l'employeur sont avérés. Vous voyez ? Eh bien, là, que l'employeur ait battu son salarié, ça ne produira pas les mêmes effets selon que le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ou qu'au contraire, il saisit un juge pour demander la résiliation judiciaire. Il a tout intérêt et il gagnera beaucoup plus à faire une prise d'acte de la rupture du contrat de travail plutôt que de faire cette résiliation judiciaire. Et ce qui me paraît le plus critiquable dans la solution de la Cour de cassation, c'est que la Cour de cassation, dans son visa, rappelez-vous, dans l'arrêt, elle vous dit, vu les articles 1224 et 1227. Et on a envie de lui dire, mais faut pas s'arrêter en si bon chemin. De 1224 à 1227, on en arrive à quoi ? À 1229. Il n'y a aucune raison dans l'arrêt de la Cour de cassation qui nous explique pourquoi on n'applique pas 1229. D'accord ? Et depuis 2016, 1229 nous dit quoi ? Il nous dit que le juge peut fixer, c'est dans ses prérogatives juridictionnelles, il a le pouvoir de fixer la date à laquelle se produit cette résiliation judiciaire. Donc là, l'arrêt de la Cour d'appel, il me paraît totalement justifié. Autant avant 2016, sous les anciens articles 1184 du Code civil, et effectivement, les textes du Code civil ne disaient rien de ce point de vue-là. Donc, on pouvait effectivement, comme la Cour de cassation le jugeait en faveur des CDI, on pouvait parfaitement dire la résiliation judiciaire ne peut produire d'effet qu'au jour où le juge statue. Mais là, ce que nous dit la Cour de cassation, c'est ouvertement contraire à ce que dit l'article 1229. Et l'article 1229, il est bien applicable, puisque la Cour de cassation rend sa décision au regard de 1224 et 1227. Donc je ne vois pas comment, en fait, on ne peut appliquer que 1224 et 1227 et faire abstraction de 1229 et même rendre une décision qui est contraire à ce que dit 1229. Vous voyez, il y a un problème juridique là qui me paraît insurpassable et je ne sais pas ce que la Cour d'appel de renvoi va faire, mais en tant que cour d'appel de renvoi, moi j'appliquerais l'article 1229 en disant on ne peut pas appliquer 1224 et 1227 sans appliquer également 1229 et de 1229 le juge tire le pouvoir de fixer quand il veut la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail et donc là en l'occurrence le faire le jour de l'altercation, dire qu'il y a une rupture anticipée du CDD et donner aux salariés des dommages et intérêts. Mais vous voyez aussi que, et ça c'est une chose qui m'avait marqué quand la réforme du droit des obligations avait eu lieu, je m'étais dit, oula, l'article 1229, maintenant, il est problématique pour les salariés, parce que, a priori, si le juge n'arrive pas à fixer une autre date,
eh bien, a priori, la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, c'est au jour de l'assignation en justice, donc c'est au tout début de l'instance, et non à la fin de l'instance. Et ça, pour l'instant, la Cour de cassation n'a encore jamais statué sur l'application de 1229 à une résiliation judiciaire, et l'arrêt, en l'occurrence, nous montre bien que pour l'instant, elle fait semblant de ne pas voir cet article 1229, mais ça promet en fait un contentieux intéressant par la suite. Je vous remercie de votre attention pour une vidéo qui était un peu longue, mais vous voyez, une vidéo qui nous a fait réfléchir, et je trouve ça marrant quand on réfléchit en droit. À bientôt.